Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 43 de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélo, cofondatrice du Café Rosa, lieu de vie féministe, militant et culturel lyonnais. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître. En tout cas, c'est un épisode que vous m'avez beaucoup demandé, donc j'ai hâte d'avoir vos retours sur cette discussion. Je tiens à remercier Mélo qui, je le sais, est déjà bien occupée d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Si jamais l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre application de podcast préférée ou à vous abonner au compte Instagram, laisser un commentaire. Tout ça m'aide à faire vivre le projet du podcast, donc je vous remercie vraiment si vous prenez le temps de le faire. Et moi, je vous laisse sans plus attendre avec l'épisode. Belle écoute à vous! Bonjour Mélodie. Salut. Merci de me recevoir au Café Rosa pour cette interview. Merci à toi pour la proposition et de t'être déplacée jusqu'à moi. Avec plaisir. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Ouais, alors je m'appelle Mélodie, je suis la cofondatrice et la gérante du Café Rosa à Lyon, qui est un lieu féministe et culturel qu'on a cofondé il y a donc 4 ans et on a ouvert en mars 2021, donc il y a 3 ans et demi. Voilà. Donc je m'occupe de la gestion générale de ce lieu-là, de la coordination des projets, des gens, du lieu, etc. Trop bien. Et pour en arriver là, quel a été ton parcours avant ? Ouais. Moi, j'arrive des sciences sociales. Avant d'ouvrir le Rosa, j'étais en thèse de sociologie politique. Voilà, donc j'étais doctorante. Et à côté de mes études en sciences sociales, j'ai pas mal été engagée bénévolement dans des activités culturelles, de copains, de famille. Et le Café Rosa, ça a été un peu un moyen à la fois de croiser des compétences et un regard sociologique, mais aussi une vraie appétence pour les projets culturels, pour les lieux de vie, pour la création de projets. Ok. Et comment t'arrives de cette sortie d'études et ces expériences-là à créer un lieu et comment t'as commencé à créer ce lieu ? Alors du coup, effectivement, la thèse, c'est plus vraiment des études, c'est-à-dire qu'on est quand même professionnel de la recherche et on avait quand même pas mal monté d'événements scientifiques, etc. Et moi, ça m'a quand même beaucoup plu. J'en suis venue là puisque pendant le confinement, donc en mars 2020, fin du confinement, l'une de mes de mes collègues de thèse m'a dit qu'elle avait fait un rêve où on montait un lieu féministe à Lyon, etc. Et du coup, moi, j'avais déjà un peu pour projet d'arrêter ma thèse puisque ça me stimulait plus autant et puis que j'avais envie de faire d'autres choses. Et du coup, je lui ai dit, me chauffe pas trop, je suis libre, j'ai une page blanche devant moi et j'avais encore un an et demi de chômage. Donc j'avais ce petit filet de sécu-là qui me permettait d'envisager un changement de projet. Et du coup, ensuite, tout est allé assez vite, en fait, puisqu'on a travaillé sur le projet pendant 2 mois et très rapidement après, on a trouvé un local. Donc au final, je pense que tout s'est fait au fur et à mesure et l'apprentissage a été vraiment sur le tard, au fur et à mesure des expériences, de l'ouverture du lieu, des rencontres, voilà. Mais du coup, c'était un peu... il y avait quelques connaissances de base, quelques petites idées, mais finalement, en fait, c'est plutôt en faisant que j'ai su faire. Ouais, carrément. Et c'est drôle de voir que c'est parti juste d'une petite blague presque, d'un rêve, Oui, et que t'en as carrément. fait tout ça. En plus, une thèse en sociaux, c'est combien de temps ? Parce que j'ai l'impression que ça peut être hyper variable en fonction de ton... Effectivement, il y a un peu tous les cas de figure en termes de longueur, puisque généralement les personnes sont enseignantes aussi à côté, donc du coup ça peut rallonger significativement le temps de la recherche. Je crois que la moyenne en sciences sociales, c'est autour de 5, peut-être 6 ans. Moi, j'ai fait 4 ans et demi et j'étais dans la phase de commencer la rédaction. Donc voilà, mais il existe pas mal de cas de figure, des gens qui font leur thèse en très très longtemps, d'autres où c'est un peu plus rapide, ça dépend aussi des conditions financières des gens, est-ce qu'ils doivent travailler à côté, elles doivent travailler à côté ou pas, est-ce qu'elles enseignent et tout, voilà. Et donc toi, tu disais que ça t'a donné des expériences concrètes de gestion d'événements, de création d'événements. Ouais. Oui, parce que quand on fait de la recherche, alors c'est pas obligatoire, mais effectivement, on peut participer assez activement à la vie
scientifiques et sociales, juste des laboratoires de recherche, etc. etc. Du coup, on a eu l'occasion d'animer et d'organiser des colloques, des conférences, d'y participer, etc. etc. Donc, on avait quelques petites billes. Et puis, mine de rien, la sociologie, ça apprend à avoir quand même un regard assez aiguisé sur le monde social et comprendre un peu les besoins, les envies, les mouvances, les mouvements sociétaux, etc. Donc voilà, il y avait ça. En plus, j'imagine que c'est des choses que tu as pu ensuite, toutes ces connaissances-là, implémenter directement dans le Café Rosa, ce que tu disais, ce regard-là de essayer de comprendre les besoins, les... Oui, oui, je pense. Après, je pense qu'aussi j'avais une vision extrêmement partielle de ce qu'allait être le Café Rosa finalement, puisque entre l'écriture du projet, entre guillemets, et ce que c'est aujourd'hui, en fait, ce qui reste, c'est simplement, voilà, c'est un lieu féministe et culturel, ça c'était prévu dès le début, mais en fait, ensuite, toutes les thématiques abordées, tous les enjeux qui ont été portés ici, ils se sont créés par la rencontre avec des porteuses de projets, des amis qui sont venus nous proposer de monter des choses au sein de ce lieu. Donc même si j'avais déjà des billes, des idées, etc., finalement, c'est vraiment une co-création, en fait, ce lieu. Voilà. Cofondatrice, mais pas co-créatrice, parce qu'il y a vraiment un ensemble de gens qui ont participé activement à faire du Café Rosa ce qu'il est aujourd'hui. Carrément. Donc là, on en est au moment où vous avez votre local. Vous avez passé combien de temps à faire les travaux? Comment vous êtes débrouillés pour faire ça? Alors nous, on a tout été rythmé par les confinements. C'est-à-dire qu'on a eu l'idée pendant le premier confinement, fait les travaux pendant le deuxième confinement et ouvert juste avant le troisième. Donc on était vraiment sur un rythme très Covid. Du coup, on a eu le local en octobre 2020, fin octobre. Donc et on a commencé les travaux début novembre jusqu'à mars. Du coup, on a ouvert le 8 mars. Comment on a fait? Encore une fois, à l'aide de nos connaissances et avec quelques amis. Voilà, on a essayé on a fait 4 mois de chantier. Il y a mon père qui était venu nous aider aussi parce que il y avait des choses qui s'inventaient pas trop et pour lesquelles on n'avait pas de skills. Mais sinon, on a fait de notre mieux. On a quand même beaucoup travaillé. C'était un chantier qui nous a pris beaucoup d'énergie. En même temps, c'était très stimulant. Et pendant ce temps-là, on a commencé à avoir des premiers contacts avec des porteuses de projets, puisqu'on communiquait sur les réseaux sociaux sur l'ouverture prochaine de ce lieu. Et donc voilà, le chantier, ça a été 4 mois de travail, mais aussi de beaucoup de bonheur. C'était une super chouette aventure. Et vous avez commencé à 2 du coup? Ou vous avez directement eu une petite équipe pour commencer à faire fonctionner le café? Alors on a commencé à 2. Donc lorsqu'on a ouvert en mars 2021, on était 2. Ensuite, il y a eu un autre confinement. Et en fait, on a réouvert notre vraie ouverture. Finalement, c'est vraiment mai 2021, mi-mai 2021, où là, on a pu réouvrir de manière un peu plus normale. Et en fait, assez rapidement, ma collaboratrice, du coup, avec qui j'avais monté le projet, a décidé que c'était qu'elle avait plus envie de faire partie de ce projet-là. Donc, à partir de octobre 2021, j'ai été toute seule à gérer le lieu. Et en fait, ça a été quand même très consumant, parce que du coup, pendant plusieurs mois, presque une petite année, j'étais très seule à gérer tout ça. Alors bien sûr, il y avait l'aide de quelques potes, de gens qui passaient, mais c'était vraiment pas très cadré, on va dire. Et en fait, assez rapidement, on s'est dit qu'on allait monter un conseil d'administration pour déjà parce que avoir un seul regard sur un lieu militant, c'est pas souhaitable. Et puis aussi parce que moi, j'avais besoin de backup, j'avais besoin d'une équipe autour qui apporte son soutien au lieu, qui apporte son regard, qui apporte son énergie. Et du coup, on a créé un premier conseil d'administration, puis un deuxième, qui est toujours l'actuel conseil d'administration du Rosa. Voilà. Donc, dès mi-2021, il y avait déjà un vrai effort de gestion collective, même si de fait, moi, c'est mon travail salarié et les personnes du CA sont des personnes bénévoles, donc c'est pas le même niveau d'engagement, ce qui est absolument normal, mais c'est clair qu'elles font un travail nécessaire et très chronophage pour le Café Rosa pour que ça existe, quoi. Ouais. Justement, votre fonctionnement aujourd'hui, comment tu pourrais le décrire? Alors en termes humains, donc on a une personne salariée, donc c'est moi. Ensuite, on a eu des alternants, alternantes ou des stagiaires plutôt sur le temps long, mais aussi des stagiaires sur le temps court.
un mois, 2 mois de stage. Et après, on a beaucoup de bénévoles. Soit des bénévoles peu expérimentés qui viennent de temps en temps, soit des bénévoles qui sont plutôt nos responsables bénévoles qui, eux, sont très engagés dans la vie du café et dans le fonctionnement des événements. Et en tout et pour tout, si on compte tous nos bénévoles, plus le CA, il doit y avoir 150 personnes sur cette liste-là de gens. Alors évidemment, avec des niveaux d'engagement et de mobilisation très très différents les uns des autres. Mais notre fonctionnement aujourd'hui, du coup, il est un fonctionnement bénévole, en partie, du coup, parce que moi, je m'occupe de la coordination de tout ça. Mais même moi, je fais beaucoup de bénévolat aussi, puisque je travaille vraiment beaucoup en dehors de mes horaires de travail légaux, ou rémunérés en tout cas. Donc, malheureusement, comme beaucoup de lieux militants, on est sur un fonctionnement peu lucratif, on va dire. Effectivement, c'est des choix à faire, j'imagine, tout au long de la construction d'un projet. Et par exemple, dans votre CA, est-ce que ce genre de choix, ou par exemple les choix du budget, les choix de... Qu'est-ce que vous choisissez, pardon, au sein du CA, justement? Alors, on va dire sur la gestion courante, là c'est plutôt, j'ai l'impression qu'on se fait confiance. C'est-à-dire on a une conversation, si jamais il y a besoin de faire une dépense, on se demande, mais pour les frais courants, tout ce qui est commande de boissons, de produits ménagers, là on se concerte pas parce que c'est absolument pas nécessaire. En revanche, sur des choses comme par exemple l'embauche d'une alternant ou d'un alternant, sur la rémunération de stagiaires, etc. Là bien sûr c'est des décisions qu'on prend ensemble. Et là, on a eu effectivement une trésor qui était tendue en début d'année. Donc là, ça va un peu mieux, mais justement, on a préféré anticiper, ne pas se retrouver dans la panique. Et en fait, on s'est retrouvés à faire partie d'une espèce de grosse liste de lieux qui ont connu des difficultés majeures sur cette rentrée-là. Et on s'est dit, on va pas faire un crowdfunding parce qu'il y en avait déjà qui étaient lancés pour d'autres lieux et qui avaient des besoins financiers beaucoup plus importants que les nôtres. Donc on s'est dit, on va faire une soirée de soutien. Et puis mais effectivement, on se trouve au carrefour de 3 pôles très en tension. C'est le militantisme, la culture et l'hôtellerie-restauration. Et nous, on se trouve à la croisée des trois. Et les trois sont dans des conditions plutôt moribondes, ce qui est extrêmement dommage et un peu déprimant quand on voit que chaque jour, il y a un nouveau lieu qui ferme, soit qui menace de fermer, soit qui a besoin de fonds pour exister. Donc voilà, au conseil d'administration, on va être sur essayer de gérer ces temps-là ensemble, de trouver des solutions ensemble. Et de les mettre en place. Ouais, parce qu'à la rentrée, du coup, à Lyon, on a eu le Sonic, le Boomerang, le Rita Plage, je sais plus lesquels. Il y a le Pogno qui a fermé aussi, de manière très rapide. À Paris, il y a la Mutinerie aussi. Donc oui, il y a eu un peu un effet de « Ah, ok, on en est là en fait ». Et je pense qu'il y a un truc où on a peut-être pris un peu trop pour acquis ces lieux amis ou... en se disant c'est bon, ils sont là, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte là de la fragilité terrible dans laquelle étaient ces lieux essentiels à la culture à Lyon, aux cultures alternatives et aux lieux de vie alternatifs, quoi. J'ai l'impression que c'est des lieux où en fait on a tellement envie que ça vive que même si on est sur un fil depuis longtemps, on continue à les faire vivre et du coup peut-être que les gens se rendent pas compte à quel point l'urgence est là pour le soutien parce que on est prêt à du coup comme tu dis donner plein d'heures bénévoles, continuer à les faire survivre parce qu'on en a besoin de ces lieux et on les aime très fort, mais peut-être qu'aussi du coup les gens se rendent pas compte à quel point ces lieux-là tiennent grâce au fait que les gens mettent autant d'énergie dedans, mais en vrai, la situation elle est critique pour beaucoup d'endroits, quoi. Ouais, puis il y a de l'épuisement aussi, parce que travailler bénévolement, déjà travailler de façon rémunérée, c'est très fatigant. Et travailler de manière bénévole, c'est presque encore plus ingrat, c'est-à-dire en mode c'est un travail gratuit qu'on donne. Alors ça peut être très valorisant, ça peut être génial, ça peut être stimulant, ça peut être tout ça, mais gérer un lieu, c'est beaucoup de travail. Et donc, du coup, les gens qui s'engagent sont aussi fatigués au bout d'un temps. Et quand, en plus, on fait tout ça avec une espèce de chape de plomb financière et des moyens limités, ça rajoute un côté un peu rude. Et c'est vrai que nous, on a vraiment la chance d'avoir une équipe qui a beaucoup de rebonds, qui a beaucoup de capacité à se serrer les coudes dans les moments plus compliqués. Mais tout ça, les ressources des gens ne sont pas inépuisables. Et il y a 1 an, j'avais enregistré un podcast et je disais en mode je suis inquiète pour les lieux militants et culturels, j'ai l'impression qu'il y a de la fatigue, qu'il n'y a pas d'argent, etc. Non pas que j'étais dans un truc de prophétie, mais en fait,
je pense que, voilà, pareil, on saisissait pas du tout, peut-être à ce point-là, l'urgence. Et d'un coup, à la rentrée, ça tombait jour après jour, semaine après semaine, et c'était un peu déprimant, quoi. Enfin, ça l'est toujours, d'ailleurs. Ouais, bah oui. En plus, avec un contexte politique compliqué, là, ça fait peur de savoir comment se projeter. Et bah, justement, enfin, on peut en parler maintenant, du coup, mais comment, d'après toi, on peut sensibiliser aussi le public à défendre et soutenir ces lieux-là? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'est pas bénévole au Rosa, par exemple, pour soutenir? Euh, Moi, je pense qu'il y a un truc, et j'ai vu le Rita Plage, lorsqu'elles ont fait leur appel à soutien, c'est déjà de fréquenter les lieux, de consommer dans les lieux. Alors, je pousse pas à la conso, je sais qu'on est tous dans des enjeux de précarité, de difficultés financières, qu'on vit tous l'inflation de plein fouet, etc. Mais déjà, fréquenter les lieux, venir aux événements, consommer au sein des lieux, privilégier aussi, en fait, les lieux qui nous tiennent à cœur quand on décide d'aller boire un coup avec des amis, par exemple. C'est tout bête, mais finalement, donner notre argent dans ces lieux-là, c'est aussi extrêmement politique, c'est extrêmement militant de dire je choisis, voilà, moi quand je suis dans le 7e, je me dis bah je vais aller au Clameur par exemple. Je vais aller dans des lieux où il se passe quelque chose qui me tient à cœur en fait, voilà, donc comment est-ce qu'on dépense notre argent? Je pense que ça c'est un premier engagement, et après on dit beaucoup oui il faut partager les infos sur les réseaux sociaux, faut en parler autour de nous, ce qui est vrai. Mais par exemple, nous, on est très suivis sur les réseaux sociaux, et d'autres lieux comme le Boomerang, etc., c'est le cas également. Mais malheureusement, un like n'est pas égal à 1 euro. Ouais. Et du coup, il y a cette réalité-là. Il y a cette réalité-là. Donc, je pense que réellement, ce dont les lieux ont besoin, c'est d'argent. Et effectivement, ça passe en relayant les événements, tout ça. Mais du coup, ça passe encore plus par le fait d'y venir. Ou de s'engager aussi dans la création d'événements, etc. Je pense que c'est ça qui fait vraiment tourner la machine. Malheureusement, les réseaux sociaux, ça a ça a une limite aussi, quoi, qui est celle de bah, c'est super, c'est adorable, c'est trop mime, ça donne du baume au cœur d'être suivi, d'être soutenu, d'être encouragé sur les réseaux. Mais de manière effective, ça change pas réellement la donne pour ces lieux-là, j'ai l'impression. Voilà. Est-ce que, c'est une question que je me pose souvent, mais tu sais, entre lieux et entre orgas du milieu culturel, est-ce que vous avez un peu des ponts pour vous aider aussi, vous soutenir, vous entraider, faire des luttes communes? Eh ben, pas tant que ça. Alors peut-être que ça existe avec d'autres lieux et que on n'en a pas la connaissance, c'est tout à fait possible. On a des liens un peu officieux parce que bah on se connaît et lorsqu'on se croise, etc. On peut échanger. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose d'un peu plus formalisé là-dessus. Ce qui est un peu dommage parce ça se fait un peu voilà au compte-gouttes ou de manière officieuse ou lorsqu'on se croise sur des événements. Mais non, on n'a pas vraiment de vrais liens ou de vrais réseaux, ce qui est dommage parce qu'effectivement, je pense que ça pourrait être vraiment très vertueux. Mais non, en tout cas, j'en ai pas la connaissance. Mais peut-être que ça existe, je veux pas me prononcer. Voilà. Mais nous, en tout cas, c'est vrai c'est au compte-gouttes, quoi. On va au Théâtre de l'Élysée, on discute avec le Théâtre de l'Élysée, on va à un autre endroit, on discute. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ouais, Quoi. carrément. Pour revenir un peu au Rosa, pour les gens qui ne connaissent pas le lieu, est-ce que tu pourrais nous dire ce que vous proposez en termes de programmation culturelle? Ouais. Alors, le Café Rosa, du coup, l'objectif, c'est d'accueillir et d'accompagner des projets menés par des personnes minorisées ou discriminées. Alors, nous, on est pas mal sur les enjeux de genre et de sexualité, d'orientation sexuelle. Mais évidemment, on est extrêmement attentif et attentive aux intersections. C'est-à-dire d'essayer d'avoir des projets menés par des personnes grosses, par des personnes racisées, par des personnes transféminines dont on sait qu'elles sont très discriminées, même au sein de nos communautés. Donc, voilà, les enjeux de genre sont pas suffisants. Mais en tout cas, on essaye de croiser plusieurs choses. Donc, au Rosa... Le but, c'est que les personnes nous écrivent, généralement, ça se passe plutôt par les mails, et nous proposent des projets qui leur tiennent à cœur. Ça peut être des projets qui sont déjà très constitués, donc déjà très clés en main. Donc là, il n'y a plus qu'à faire l'accueil logistique, on va dire, de dire, bah, on met des bénévoles formés pour gérer l'événement, on organise la salle, on s'organise sur la communication, etc. Donc là, ça peut être ça. Et puis, ça peut être aussi des projets beaucoup plus...
naissant, émergent, et auquel cas on propose aussi d'accompagner sur la partie communication, organisation d'un événement, comment on choisit une jauge, comment on choisit une mixité s'il y en a une, comment on choisit des prix de billetterie, pourquoi, enfin voilà. Donc il y a un peu ces deux volets-là qui finalement n'en forment qu'un. Et donc du coup, au Rosa, en termes de programmation, la semaine, elle est découpée généralement à peu près toujours de la même façon, mais bon, il peut y avoir évidemment des ajustements. Sur les débuts de semaine, donc, notamment les lundis, mardis, toujours, on a toujours des groupes de parole ou des espaces d'entraide, où là, pour le coup, c'est plutôt des temps en mixité choisie. Le mercredi, ça va être des choses comme des discussions militantes, des tables rondes, des écoutes de podcasts, des petites formes de concerts, des petites formes de théâtre, des ateliers, enfin voilà, des choses quand même assez chill et voilà. Et les jeudis, vendredis, ça va être plutôt des grosses soirées, des drag shows, des concerts, ce genre de choses. Et ensuite, les week-ends, là, c'est 2 jours un petit peu plus charnières parce que ça nous permet d'accueillir à la fois des très gros projets qui ont lieu sur 2 jours, des petits projets, des ateliers sur les samedis, ou tout simplement d'accueillir des collectifs de personnes qui ne viennent pas de Lyon et donc qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer en semaine pour venir monter leur projet. Donc voilà, donc sur le découpage des semaines, généralement, c'est ça. Et la prog est extrêmement variée, puisque finalement, nous, c'est plutôt l'identité politique qui va créer l'identité artistique ensuite. Et on n'a pas vocation à se concentrer sur un médium artistique très particulier ou culturel, mais de venir vraiment accueillir un nombre de choses très diverses pour que le public puisse venir piocher là-dedans en fonction de ses envies, de ses besoins. Voilà. Du coup, vous avez autant, c'est ça que je trouve intéressant, des moments vraiment festifs où le but c'est de... Enfin, ouais, c'est ça, faire la fête, et autant des buts de déconstruction avec des groupes de parole en début de semaine. Et pour toi, c'est important d'avoir ces deux temps-là au sein d'un même lieu. Bah, nous, ça nous semble nécessaire. Alors, je dis pas que tout le monde doit le faire, mais en tout cas, nous, ça nous semble nécessaire au sein du Café Rosa parce que organiser juste des fêtes, bon, bah c'est super, mais nous, il nous manque un côté soin, il nous manque un côté écoute. Et en fait, on se rend compte que les groupes de parole sont tout le temps pleins, sont tout le temps saturés, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Et donc, ça nous confirme le fait qu'il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande d'espace, d'écoute, d'entraide, de libération de la parole sur des enjeux divers. Et en même temps, on n'a pas non plus envie d'organiser que des groupes de parole parce qu'on pense qu'il y a quand même de la joie dans le militantisme et qu'on a besoin de se retrouver dans des espaces de convivialité, d'informalité aussi, parce que voilà, c'est super les tables rondes, les espaces de discussion, mais ça reste quand même assez sérieux, ça reste quand même assez... oui, assez sérieux, et du coup, on pense que les deux viennent se compléter et qu'on n'a pas tous besoin des mêmes choses au même moment et qu'en fréquentant des lieux comme ça, bah, on peut venir à une fête et puis se dire « Ah, mais en fait, il y a aussi un groupe de parole qui est organisé, je sais pas, le lundi sur tel type d'enjeu, et du coup, venir après sur un groupe. » Enfin voilà, on aime bien qu'il y ait cette double dynamique au sein de la prog. Vous avez quoi comme groupe de parole Alors, cette année, pour la saison là, qui arrive, c'est des groupes qu'on avait majoritairement déjà l'année dernière, donc on continue. On a la grosse discussion un lundi par mois qui est donc un groupe par et pour les personnes grosses, donc autour des enjeux liés aux discriminations grossophobes. On a un groupe de parole pour les personnes afrodescendantes. On a un groupe de parole... Oh, putain, je sais même pas tout te dire. Alors, c'est pas un groupe de parole, mais on a les espaces transfemmes du Café Rosa. Donc, c'est un dimanche par mois. C'est un collectif de femmes trans, du coup, qui vient occuper le lieu. Je sais qu'il y a des temps de parole, mais pas seulement. Il y a des activités aussi organisées. Qu'est-ce qu'on a d'autre en groupe de parole ? On a un cercle d'écoute féministe pour les hommes, donc avec 2 médiatrices qui viennent voilà, sur des thématiques, discuter avec des hommes qui le souhaitent. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme groupe ? Bonne question. On en a pas mal. On avait un groupe autour de l'inceste et de la pédocriminalité, mais là, du coup, en termes de calendrier, ça marchait plus forcément. Voilà, là en ce moment, on a pas mal de... C'est ça principalement auquel je pense. Mais vu qu'on en a beaucoup, j'avoue que peut-être j'en oublie et j'en suis désolée, mais là, c'est à ça que je pense, ouais. Bah, en plus, je trouvais ça hyper intéressant, par exemple, le groupe de parole féministe pour les hommes, du coup. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez récent aussi dans le féminisme, de dire, bon, comment inclure les hommes dans la lutte, enfin, parce que j'ai pas l'impression parfois qu'ils le feront d'eux-mêmes, quoi. Et des fois, je sais qu'il y a un peu cette envie de arrêter d'être dans la pédagogie parce qu'on est fatigué, et ce qui est compréhensible,
mais je trouve ça hyper intéressant aussi d'accompagner la parole des hommes et de les inviter à se déconstruire dans leurs émotions aussi, parce que ça commence par là. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi. Ben, nous, on s'est beaucoup posé la question de quelle est la pertinence dans un lieu féministe d'accueillir un cercle d'écoute pour les hommes. Et en fait, on s'est dit, d'une part, effectivement, on n'a pas toujours envie de faire de la pédagogie, et donc s'il y a des espaces constitués comme tels avec des personnes qui, elles, ont envie de faire cette pédagogie-là, bah tant mieux. C'est-à-dire que ça canalise aussi un truc en mode de dire, bah tu peux aller trouver de l'info dans des espaces dédiés à ça, et au lieu de sursolliciter toutes les personnes sexisées de ton entourage. Et puis il y a aussi quelque chose de dire, en fait, il faut prendre un peu le problème à bras-le-corps aussi, et il va falloir pouvoir discuter de ces enjeux-là, et si on a envie qu'un changement s'opère du côté des hommes cis-7, ou pas être d'ailleurs, il va falloir trouver des espaces pour discuter et pour qu'il y ait de la compréhension. Alors moi je sais pas ce qui s'y dit, mais j'ai une toute confiance dans les deux personnes qui animent ce groupe-là, pour bien les connaître. Et apparemment les retours sont super, donc voilà, donc il y a quand même un truc assez nécessaire pour nous là-dedans. Et c'était un vrai choix parce qu'on s'est vraiment posé la question, mais en fait on est vachement contente d'accueillir ces groupes au sein du Rosa. Ouais, c'est intéressant. On parlait aussi avec Awen la dernière fois de la, aussi un peu le fait d'accueillir des publics différents et faire venir des hommes dans le Café Rosa, c'est aussi intéressant parce que je sais pas du coup d'ailleurs si en tant que café féministe, il y a plus de femmes ou de minorités de genre qui viennent plutôt que d'hommes. Alors, on n'a pas beaucoup d'hommes cis-hétéros, ça c'est sûr. C'est très minoritaire dans notre fréquentation. Nos événements sont ouverts à tout le monde, sauf bien sûr tout ce qui est groupe de parole, etc., puisque ça ne fait pas de sens de les faire en mixte, quoi. Mais de fait, sur notre programmation, on est sur une fréquentation, peut-être, on doit avoir 10-15% de mecs cis-hétéros qui viennent. Mais bon, on se dit que peut-être petit à petit, peut-être par le biais de ce groupe-là aussi, ça va les amener à venir consommer une culture faite par des personnes sexisées avec un propos militant. On ne désespère pas. En tout cas, voilà. C'est ça aussi qui est important, je pense, dans le fait de défendre nos lieux, c'est que les lieux qui menacent de fermer, c'est justement, comme tu dis, des lieux qui offrent une programmation différente des lieux qu'on a l'habitude de fréquenter, qui ont beaucoup plus d'argent et de... Enfin, vous, ce que vous offrez, c'est aussi tout un pan d'une culture faite par d'autres personnes que justement des mecs cis blancs riches, quoi. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un événement que vous avez fait récemment qui, toi, t'a marqué et que t'as beaucoup aimé, dont tu voudrais nous parler? Il y en a plein. C'est ça le problème, Ouais, c'est que là, j'imagine. je pourrais pas. Souvent, on me pose cette question et souvent, je sais pas quoi répondre parce qu'on accueille tellement de choses qui me semblent importantes et nécessaires que j'aurais du mal à choisir. Mais peut-être sur novembre, il y a deux projets qui me tiennent beaucoup à cœur, en tout cas. Bon, alors, on les a pas encore faits, mais j'ai hâte de les voir naître. Le gros festival en fin de mois, donc, qui se tiendra sur la fin novembre, début décembre. Donc, il y a un festival qui est né du groupe La Grosse Discussion. Donc, c'est vraiment un bébé Café Rosa et c'est génial de voir des personnes se rencontrer autour d'un groupe de parole il y a un an et organiser un festival autour des enjeux grossophobes un an après. C'est vraiment génial. Moi, je suis très, très fière d'Ele. Voilà, donc ouais, ça c'est quelque chose voilà, dont je suis très, très fière, et parce qu'en plus c'est des copaines qui organisent, et donc je trouve ça super. Et cette semaine, on accueille aussi deux événements qui s'appellent Culture Transfemme, donc une exposition collective dont toutes les œuvres sont faites par des meufs trans, et le lendemain, une soirée de spectacle, de lecture, etc., avec une partie des artistes présentes sur l'expo, mais aussi d'autres artistes transfemmes de la scène lyonnaise. Et pareil, c'est deux événements qui me plaisent bien et qui me tiennent bien à cœur sur ce mois-ci, en tout cas. Et après, sinon, il y a tellement de choses géniales qui se sont passées ici et qu'on était fiers d'accueillir et qui étaient hyper stimulantes, que j'aurais du mal à choisir. Mais effectivement, sur ce mois-ci, je pense que c'est les deux choses qui me viennent, en tout cas.
Et au niveau des événements, c'est assez impressionnant de voir le nombre de progrès que vous avez dans un mois. Hem, du coup, vous travaillez aussi souvent soit avec des personnes, individuelles, mais aussi avec, j'imagine, des collectifs, d'autres assos. C'est important pour vous de faire des «cross-productions» entre guillemets avec d'autres, acteurs du milieu culturel? Oui, carrément. Du milieu culturel et militant, oui, c'est hyper important parce que ça nous permet déjà de se rencontrer, d'offrir aussi des fois, alors je dis pas que les gens n'ont pas de lieu, hein, d'expression, mais c'est vrai que d'offrir ce lieu-là en mode à des personnes qui ont des super projets mais qui n'ont pas forcément de lieu pour les monter, ou même au-delà de voir le projet se réaliser au sein du Rosa, il y a l'enjeu aussi d'offrir des espaces pour se réunir, discuter, s'organiser, mine de rien, parce que c'est chouette de faire ça dans des appartes, mais c'est quand même cool de pouvoir avoir d'autres espaces pour le faire. Donc oui, on travaille avec des collectifs, et avec des personnes individuelles. Et c'est vraiment riche. Quand je parlais au début de co-création, pour moi, ce lieu, c'est un lieu de co-création entre l'équipe du Café Rosa, mais aussi toutes les personnes qui gravitent autour et qui viennent apporter leurs énergies, leurs points de vue, leurs besoins. Et justement, on parle souvent de lieux safe. Alors, je pense qu'on serait d'accord pour dire qu'il y a jamais un lieu safe, 100. Mais le fait qu'il y ait ces différents regards et ces personnes qui viennent de différents milieux et qui subissent aussi différentes discriminations, c'est avec elles que vous co-construisez le fait de rendre un lieu qui, vous l'espérez, je pense, est un peu plus safe pour tout le monde? Alors effectivement, nous, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup parce qu'il y a un aspect un peu sécuritaire là-dedans et qu'en plus, on pourrait pas se dire qu'on garantit une espèce de sécurité totale pour tout. Enfin, le monde social est violent, les lieux ne font pas exception. Enfin, il peut arriver des choses pas safe, entre guillemets, de partout. Nous, ce qu'on essaye, en tout cas, c'est de créer un lieu où chacun sait que son identité et son vécu sont respectés. Et effectivement, avoir une multiplicité de regards, ça permet ça. Parce qu'on a tous, au sein du conseil d'administration, mais aussi des porteuses de projets qu'on accueille, des vécus différents, des identités différentes. Et c'est en fait à la croisée de tout ça qu'on essaie d'avancer toujours plus, parce qu'il n'y a pas de... Il y a pas de fin à ça, il n'y a pas un jour où on se dit, bon, bah c'est bon, on est parfaite. Mais en tout cas, de continuer à réfléchir, à se mettre au travail collectivement et individuellement sur des enjeux pour essayer que ce lieu soit une vraie porte ouverte à des gens qui ont des identités et des vécus spécifiques ou très partagés, etc. Mais voilà, c'est infini, enfin, c'est un travail perpétuel, quoi. Ouais, carrément. Et bah, justement, je l'avais mis dans les questions aussi, je trouvais ça intéressant de là, assez récemment, je crois, vous avez, remonté en AG, le fait enfin, il y a des personnes en AG qui ont remonté le fait que, il fallait que le Rosa soit plus inclusif pour les personnes trans femmes et aussi pour les personnes racisées. Hem, comment, quand il y a quelque chose comme ça qui remonte d'une AG, prendre les choses en main, on va dire, et essayer de rentrer dans l'action et d'avancer, sur ces questions? Alors, je sais pas si c'était en AG, mais peut-être. Mais en tout cas, effectivement, il y a c'est ces deux points-là qui étaient soulevés. En 2024, on avait un peu ces trois axes-là. Donc, c'est lutte contre la transmisogynie, lutte contre la grossophobie et lutte contre le racisme. Et on s'est dit, on va essayer de faire rentrer plus de projets autour de ces enjeux-là. Euh, effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a accueilli le collectif Transfemme, donc le collectif Pétasse, au Café Rosa, pour à la fois avoir les espaces du dimanche, mais aussi pour créer leurs événements. Et le but, ça a été de former leurs bénévoles et les membres du groupe pour qu'elles deviennent bénévoles au Rosa. Donc il y en a qui sont devenus respo bénévoles, donc en fait, qui se sentent hyper légitimes maintenant à fréquenter le lieu, à proposer leurs projets, à s'occuper du bar, à tenir une billetterie, etc. Donc ça nous semblait nécessaire, parce qu'au-delà de porter un projet, c'est encore mieux quand les personnes sont représentées aussi dans le staff. Et quand tu arrives et que tu es sur un événement culture transfemme, c'est quand même super chouette de se dire que c'est aussi des meufs trans qui s'occupent de la logistique, qui sont au bar, qui s'occupent des entrées, etc. Enfin, nous, ça nous semble nécessaire. Et ça crée de la légitimité, ça crée de la représentation. Donc, sur le plan... Alors, mais bien sûr, encore une fois, tout est perfectible, on fait que avancer, mais sur le plan des
des représentations transféminines au Rosa, que ce soit sur la partie culturelle, mais aussi sur la partie logistique. On est plutôt contente de ce qu'on a réussi à travailler tous ensemble, avec l'aide bien sûr de ce collectif-là qui a été un précieux regard. Et sur la partie, du coup, l'inclusion des personnes racisées au sein de notre espace, mais aussi plus globalement d'autres espaces culturels et militants. Là, ça prend beaucoup plus de temps. Alors, on a fait rentrer donc, un groupe de parole pour les personnes afrodescendantes, mais c'est évidemment pas du tout suffisant. Donc, il y a aussi, à l'initiative d'Awen notamment, un groupe de travail sur l'inclusion des personnes racisées dans les espaces militants et culturels qui a été créé, qui se réunit de manière mensuelle pour l'instant, pour essayer de trouver des pistes sur ces enjeux-là, puisqu'effectivement, il n'y a pas de secret. C'est en proposant aussi des projets faits par des personnes minorisées et victimes de racisme qu'on crée de la représentation, que les personnes viennent. Enfin, nous, on le voit tout de suite. Hein. On invite Rebecca Chaillon. Il y a un public constitué beaucoup de femmes noires, par exemple, alors que sur d'autres événements, elles sont très minoritaires. Enfin voilà, il y a quand même un truc qui est très visible et c'est tout à fait logique. Donc on essaie de travailler là-dessus, mais c'est vrai que c'est des enjeux qui prennent du temps, qui nécessitent une mise en confiance aussi de porteuses, porteurs de projets qui sont suspicieux et elles ont bien raison de l'être aussi, puisque voilà, hein, le but c'est pas de tokeniser les gens, c'est de leur offrir des espaces qui sont les leurs, hein, dont elles peuvent vraiment bénéficier. Mais voilà, c'est créer de la confiance, créer des liens qui soient chouettes et puis ensuite essayer d'avancer ensemble sur ces enjeux-là, quoi. Carrément. Ouais, c'est d'avoir aussi la bonne posture et de le faire pour les bonnes raisons et dans le bon sens. C'est ça que tu disais par tokeniser. Si les gens savent pas ce que c'est un peu, par exemple, prendre une personne racisée pour faire un peu token, donc dire regardez, on est un café par exemple inclusif, machin, parce qu'on a un événement une fois avec une. Oui, C'est oui. ça tokeniser, ouais. Oui, bah en fait, moi je suis pas du tout à l'aise avec le fait de dire mais si, regardez dans notre programmation, on a plein d'événements organisés par des personnes racisées, etc., voire pour les personnes racisées. Enfin, je trouve que c'est quand même c'est un peu obscène quand même. On n'est pas sur Netflix, quoi. Le but c'est pas de faire des panels avec une personne racisée, une personne trans, une personne homosexuelle. Enfin, non, nous c'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est de créer un vrai lien, de réfléchir en profondeur et d'avancer réellement. C'est-à-dire, le but, c'est pas juste voilà, de faire une vitrine d'inclusion factice. C'est pas le but. Donc, je crois que je préfère qu'on prenne plus de temps, mais qu'on fasse les choses bien et de manière efficace et vraiment productive, plutôt que de faire semblant. Puis, enfin, voilà. Et puis, c'est pas parce qu'une personne, c'est pas parce qu'une personne est racisée qu'elle a forcément envie de monter un événement autour de ces enjeux-là. Enfin, il y a aussi tout un truc aussi, de dire en mode on a le droit d'exister en dehors de nos discriminations. Donc il y a un truc comme ça aussi. On va pas les tirer la veste de chaque personne racisée qu'on croise en mode t'aimerais pas organiser. Enfin, c'est un peu, c'est quand même très problématique. Ce que disait le groupe de travail, c'est aussi au-delà des événements, se sentir bien de venir travailler dans un lieu la journée, des trucs comme ça. Tout à fait. Enfin voilà, c'est des vrais enjeux. Et une vraie mise au travail, mais c'est... Enfin, moi, j'ai pas de réponse parfaite à donner. Donc, moi, j'ai l'impression que ça passe par de l'amitié, de la mise en confiance, que quand t'as deux personnes au bar qui sont racisées, bah, c'est plus facile pour des personnes racisées de se sentir à l'aise, de se sentir les bienvenus au sein de ce lieu-là. Et c'est clair que quand t'es dans un lieu où il y a que des personnes blanches, que des personnes minces, que des personnes cis, que des personnes hétéros, bon, ça peut créer d'autres dynamiques. Donc ouais, c'est une vraie mise au travail. J'ai pas de réponse parfaite, j'aimerais dire en mode en 2 groupes de travail, on a trouvé comment solutionner le racisme en France. Non, malheureusement. Non, mais c'est intéressant parce que moi j'ai grandi à Saint-Denis dans le 93 et du coup j'ai grandi dans des milieux militants et depuis que je suis petite, je vois justement des milieux qui se par exemple, des milieux qui sont très lutte des classes à fond et du coup qui des fois oublient des luttes intersectionnelles dedans. Des lieux parfois à Paris qui étaient très féministes mais qui étaient très blancs et du coup qui oubliaient totalement des questions de racisme, etc. Et je trouve ça intéressant de réfléchir pour regrouper les gens parce que c'est un peu l'intérêt pour moi dans la lutte aussi, c'est de dire venez, on essaye de se battre tous ensemble.
Oui, oui, non, non, mais c'est clair que... Puis on se rend compte de ce qui est toujours laissé de côté, c'est toujours la même chose. C'est les personnes racisées. Enfin, ça devient toujours un peu le truc en secondaire, oui, on verra plus tard, alors que ça devrait être directement une priorité. Mais il y a aussi toute la question du validisme de nos milieux, l'inclusion des personnes handy, l'inclusion des personnes neuroatypiques, etc. Qui, pareil, arrivent toujours au second plan en mode oui, oui, enfin, on verra plus tard. Mais non, on verra pas plus tard, en fait, parce qu'on verra pas, du coup, si on voit plus tard. Donc, ouais. Ouais, carrément. Et dans la culture, moi, ce qui m'a un peu frappée quand je suis arrivée à Lyon, c'est la question un peu de la lutte des classes, dans le sens où la culture, dans ce que j'ai vu, hein, je connais pas tout, mais j'ai l'impression que c'est une culture très bobo. Enfin, il y a très peu de personnes précaires qui travaillent dedans, ou alors on les voit très peu et elles galèrent beaucoup plus, mais j'ai l'impression qu'elles se sentent beaucoup moins légitimes à venir dans des tables rondes, dans des lieux où on réfléchit autour de la culture de façon un peu institutionnelle plus que militante. On les voit pas dans les représentations. Je sais pas si c'est clair, mais... Bah, enfin, oui, oui, la culture n'est pas un lieu où les classes populaires sont représentées, ça c'est sûr. Enfin, après, quand on dit la culture, encore une fois, c'est quoi la culture? On va dire la culture peut-être institutionnelle et pseudo-légitime. Mais en fait, il n'y a pas une culture, il y en a plein. Et c'est juste qu'on s'y intéresse pas du tout. Mais il y a... tout le monde a des pratiques culturelles, en fait. C'est juste que nous, on a estimé que ça, c'était la culture. Et ça, bon, on sait pas ce que c'est, mais elles font leur truc dans leur coin. Pour moi, il n'y a pas... il y a une culture très légitime de bourgeois blancs, mais en fait, tout le monde a une culture. Et du coup, effectivement, la sous-représentation dans les espaces culturels institutionnels légitimes des personnes pauvres, c'est évident, puisqu'il y a un classisme très fort aussi là-dedans, que ça soit sur le réseau, c'est-à-dire être artiste comme on fait quand on n'a pas de réseau familiaux, sociaux, etc., déjà c'est infiniment compliqué. Et puis ensuite, il y a toute la légitimité autour du parcours académique, du vocabulaire, de ce que ça provoque en termes de censure chez les gens qui n'ont pas ce vocabulaire-là, qui n'ont pas ces réseaux-là, qui n'ont pas ces habitudes-là aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas les codes? On se sent mal, donc on vient pas. Et c'est bien normal. Enfin, en fait, c'est... Voilà. Donc... pour moi, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et quand on parlait d'intersection, moi, la première cause de ces discriminations, etc., c'est les inégalités. Voilà, c'est les pauvres contre les riches. On y revient quand même. Enfin, je veux dire, en mode, et quand je dis les pauvres, c'est toutes les personnes que le capitalismo, patriarcat a laissé de côté et a exploité, quoi. Donc pour moi, c'est un peu... Il y a un vrai truc à travailler là-dessus. Carrément. Et justement, là, le fait d'avoir un lieu militant et culturel, pour toi, quel sens ça a? Comment tu joins les deux? On joint les deux puisque... Comment dire? Dans ce qu'on propose en termes de programmation, déjà, il n'y a pas que de la culture au sens de théâtre, danse, exposition, etc. C'est un peu plus large. Comment on joint les deux? Tout simplement, qui est-ce qu'on choisit d'avoir dans notre programmation? Pourquoi? Quels propos on défend? Et de garder cette ligne-là, cet axe-là, pour nous, c'est très militant. Donc on joint les deux en disant on a une programmation culturelle, mais on a une direction politique qui est très forte et qui vient en fait qui vient être la colonne vertébrale de notre programmation culturelle. Carrément. Pour toi, ce lieu-là, il est aussi important dans un aspect d'imaginaire collectif, de représentation. On parle beaucoup de bataille culturelle, j'aime pas trop ce mot, mais je trouve que c'est important aussi de recentrer le fait que les représentations qu'on voit tous les jours, elles influent sur nos comportements et sur le patriarcat et sur notre vie, tu vois. Et comment un lieu comme le Rosa, pourquoi pour vous cette bataille-là, est-ce qu'elle est importante en fait? Il y a quand même un vrai enjeu de... Nous, le but, c'était de visibiliser et de légitimer des voix qui sont trop souvent marginalisées, des voix ou des identités d'ailleurs. Donc oui, c'est hyper important. J'ai l'impression que plus nos
œil, nos oreilles et notre cœur seront familiarisés avec d'autres types de discours, d'autres types d'imaginaires, d'autres types de récits, d'autres types de représentations, plus on arrivera à... Je ne vais pas utiliser le mot déconstruire parce que j'ai du mal. Plus on arrivera à recréer en fait des représentations positives, vertueuses, qui agissent dans le sens de la dignité, du respect de chacune, chacun. Donc je ne sais pas si on est dans une bataille là-dessus, mais en tout cas, pour nous, on est dans une nécessité de faire entendre ces voix-là et d'ouvrir nos regards et nos bras aussi à d'autres types d'autres types de récits. C'est assez nécessaire. Enfin, on le voit, mais dans tout type de pratique artistique, en fait, cette nécessité-là de changer notre angle de vue. On parle beaucoup de male gaze, female gaze, par exemple. Bah, voilà, pourquoi c'est important d'avoir d'autres types de regards. Bah, voilà, pour moi, c'est absolument nécessaire si on veut agir dans le sens d'une vie meilleure et douce pour les personnes discriminées. Grave. Dans un contexte où on a l'extrême droite qui monte au pouvoir, comment vous le vivez? Parce que ça doit être dur en vrai, juste d'un point de vue émotionnel, de créer un espace justement un peu où on essaye de faire mieux et de voir en fait que au niveau d'un gouvernement, ça peut aussi aller dans le sens contraire, quoi. Bah oui, on est évidemment atterré, mais pas forcément surprise de la tournure politique que prennent les choses, parce qu'on a quand même été dans une forme de tiédeur vis-à-vis des idées d'extrême droite et de la violence d'extrême droite depuis extrêmement longtemps. Hein. Donc on voit bien que c'est des idées qui étaient avant presque un peu moralement répréhensibles deviennent la norme des discussions politiques et des angles politiques qui sont choisis. Donc c'est très déprimant, évidemment. C'est très inquiétant aussi pour l'avenir et la sécurité et le bien-être des personnes qui seront en première ligne de mire de ce type de forces politiques, mais qui le sont déjà en réalité, puisqu'on a déjà largement amorcé ce travail-là. Comment on le vit, nous? En fait, on se dit que... Tout à l'heure, tu parlais de réseaux, de lieux, etc. En fait, on se dit que ça pourrait être éminemment important d'avoir justement des réseaux de lieux amis, de lieux politiques qui restent un peu des espèces de petits bastions comme ça d'une lutte pour la vie meilleure, pour la vie douce, pour la vie digne de toutes les personnes qui existent, tout simplement. Voilà, après, en plus, on est dans une ville où l'extrême droite a quand même une vraie visibilité dans l'espace public avec une vraie violence complètement admise. En fait, on admet complètement qu'ils sont là, qu'ils sont dangereux, etc. Donc nous, on est sur des enjeux de est-ce qu'on doit visibiliser au risque d'insécuriser les personnes à la fois qui viennent porter des projets chez nous, mais aussi le public. Enfin, il y a tous ces enjeux-là. On se dit, est-ce qu'un jour on sera la cible d'actions violentes? Si oui, comment on fait? Comment on réagit? Comment on s'organise? C'est des vraies questions qu'on se pose. Maintenant, on essaie de ne pas se laisser miner par ça parce que ça serait encore leur laisser gagner du terrain. Alors voilà, on réagit tous chacune différemment et c'est bien légitime. Hein. Mais on se dit, nous, on a la chance d'être nombreuses autour de ce projet-là, autour de ce lieu. Et donc, on essaie de se donner de la force et de se dire, en fait, on lâche pas un pouce de terrain jusqu'à... peut-être qu'un jour, on sera obligé de le faire et on verra à ce moment-là. Mais en tout cas, pour l'instant, on essaye de se dire que c'est d'autant plus important de se mettre au travail collectivement, de continuer, de rien lâcher et de pas céder, quoi. Voilà. Ouais. Dans la lutte en ce moment, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, mais il y a un peu des épuisements militants. Je pense que c'est le cas depuis très longtemps, que c'est peut-être pas nouveau, je sais pas. Mais comment tu penses qu'on peut pérenniser la lutte aussi? Pour moi, c'est important. De comment tenir sans se cramer totalement non plus, quoi. Ouais, c'est vraiment une très bonne question. Je pense que effectivement, comme tu le dis, ça a toujours existé, mais peut-être que les réseaux sociaux et la visibilisation aussi d'un militantisme en ligne a permis de vraiment se rendre compte à quel point les gens étaient épuisés. Je pense que le premier truc pour pas se cramer, c'est l'indulgence. Il n'y a pas de perfection militante, on fait tous de notre mieux, donc c'est-à-dire une indulgence envers nous-mêmes, mais aussi une indulgence envers les autres, c'est-à-dire arrêtons de nous critiquer, arrêtons de... Alors, quand il y a des critiques légitimes, hein, on est bien d'accord,
on a le droit quand même de regard, de vigilance sur des choses. Mais en tout cas, d'essayer de ne pas être tout le temps en train de faire des ragots, des mécanismes d'exclusion, des choses que je trouve quand même assez dangereuses en fait, et qui font du mal aux gens et aux militants, militantes, que ce soit en ligne, hors ligne, dans la vraie vie, etc. Donc d'essayer d'être dans l'indulgence à la fois envers nous-mêmes et envers les autres, je pense que c'est un vrai truc important. D'avoir de la douceur, pareil, pour nous, pour les autres. Il y a un truc aussi... c'est pas toujours possible, mais je trouve quand même que le rire et le fait de partager des moments qui soient chouettes, de créer... D'ailleurs, on parlait d'organiser des fêtes, mais voilà, la joie militante, elle permet de respirer aussi quand même, parfois. Mais il y a un vrai enjeu au burn-out militant, mais qui vient à la croisée de plein de choses. Être dans une situation de discrimination, c'est très moralement pesant. Vivre dans des milieux où il n'y a pas de thunes et être en précarité financière, c'est moralement très douloureux aussi. Donc tout ça, ça vient, je pense, expliquer l'épuisement. Malheureusement, je n'ai absolument pas de solution à ça, mais oui, je dirais en tout cas d'essayer d'apporter de la douceur aussi, de savoir vers qui on dirige notre haine, notre rage, notre énergie, savoir qui sont nos ennemis, qui sont nos compagnons, compagnonnes de lutte, même si on peut partager des divergences sur des points. Je pense qu'on a tout à y gagner à se remettre en discussion les uns les unes avec les autres pour avoir une lutte plus collective et peut-être plus efficace aussi. Moi, il y a un truc que je remarque souvent et qui me fane pas mal, c'est justement, on parlait de culture un peu institutionnelle depuis tout à l'heure, mais dans la culture, c'est comme partout, tu me diras, mais il y a beaucoup de lieux qui sont tenus par des hommes, et d'orgas, et de concours, enfin, un peu tous les lieux de la culture sont tenus par des hommes. Comment tu penses, enfin, comment tu vois, toi, cet écosystème, et est-ce que tu as l'impression que ça bouge un peu? Oui, c'est une bonne question. Est-ce que cet écosystème bouge ? Je suis pas sûre. Je pense qu'il y a des efforts, qu'il y a des mouvements, qu'il y a des choses qui essayent de s'initier, mais on parle de faire bouger un paquebot. C'est-à-dire, malheureusement, que ça soit en termes de moyens qui sont déployés là-dedans et en termes d'énergie collective, je pense que ça ne suffira pas pour l'instant. Mais je vois quand même, alors j'ai pas une vision globale, hein, mais je vois quand même des choses qui se disent, qui se font, qui essayent de faire bouger un peu ces lignes-là. Après, est-ce que c'est nécessaire pour faire changer de cap complètement ? J'ai quand même un doute. Puisque là, on parle quand même d'un mouvement sociétal qui serait énorme. Et la culture se veut beaucoup comme un espace de modernité, de progrès. Et en fait, quand on se rend compte dans les faits que c'est pas du tout le cas, c'est très déceptif. Mais la culture, comme le milieu de l'industrie, de la technologie, etc., sont des milieux marqués par des logiques racistes, patriarcales, capitalistes, etc. Tant qu'on sera dans cette société, j'ai du mal à voir comment on pourrait opérer un changement total. Mais en tout cas... bon, peut-être qu'il y a quand même des choses, des espaces à négocier, des interstices dans lesquels se loger. Après, moi, je crois pas trop au fait de changer de l'intérieur, et c'est pas une personne qui fera changer les institutions, mais en tout cas, voilà, sur une note positive, je vois quand même des personnes qui essayent de faire en sorte qu'on avance et qu'on aille vers le mieux dans ces institutions-là. Ok. On va arriver aux questions un peu de fin. C'est des questions un peu plus peut-être ouvertes et un peu plus philosophiques, mais je voulais te demander, pour toi, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as eue avec le Café Rosa et la chose que tu as le plus aimée qui est émergée de ce projet ? Alors, ce que j'ai le plus aimé, c'est les gens. Et ma plus grosse difficulté, c'est les gens aussi. Non, je m'explique, mais en fait... je pense que... Non, il n'y a pas que les gens en plus. Mais en fait, oui, ce que j'ai le plus aimé, c'est évident, c'est les rencontres, la multiplicité de ces rencontres, le luxe de côtoyer autant de personnes géniales en l'espace de 3 ans. Enfin, ça a été vraiment une expérience qui a été, j'allais dire stimulante, mais c'est au-delà de ça, incroyable. Vraiment, ça a été une chance que je pense que peu de gens ont au cours de leur vie. D'un coup de rencontrer autant de gens, de se retrouver autour d'un projet qu'on aime. C'était assez fou en tout cas, et du coup je mesure ma chance et ma gratitude là-dessus. Donc voilà, ce que j'ai le plus aimé, c'est ces rencontres-là, c'est ces liens qui se sont créés et qui vraiment
seront le marqueur de cette aventure. Ce qui a été dur, moi je trouve qu'il y a les effets de... Quand je disais les gens, c'est parce qu'on sait que quand on a un lieu militant, on est très la cible de critiques, la cible de rumeurs, la cible de choses que je trouve quand même très enfantines ou un peu mesquines. Moi, j'avoue que je suis plutôt blindée avec ça, donc ça va, mais je sais qu'il y a des personnes du Rosa qui ont pu en souffrir un peu plus. Et un truc qui est dur, c'est de se battre aussi tout le temps avec des soutiens qui ne sont pas forcément garantis, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup de moyens, on essaie de faire au mieux, mais avec des bouts de ficelle. Et je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est dur de faire tenir des lieux militants, en fait, parce que j'ai l'impression quand même qu'on essaie de faire beaucoup avec très peu de moyens, et c'est fatigant. Et ça rejoint la question du burn-out, qu'il soit militant ou professionnel d'ailleurs, parce qu'au final, quand le militantisme est ton boulot, tu te retrouves à la croisée d'enjeux professionnels et militants. Donc... ouais, moi je pense qu'a été le plus dur, ça a été se battre avec des moyens très limités, en essayant de faire beaucoup, en essayant de répondre à une demande qui est énorme, avec des moyens qui sont plutôt réduits, tout en ayant aussi ce truc avec un regard très critique des gens, mais qui est un regard légitime, on a le droit d'être critique. Mais du coup, qui fait des fois on a l'impression d'avancer un peu dans l'adversité à certains égards, ce qui n'est pas évident. Mais c'est très formateur aussi. Et voilà, moi je dirais c'est ça. Oui, c'est quelque chose qui revient pas mal dans ce que tu dis. J'ai l'impression, je me souviens que j'étais allée à une conférence des volumineuses et je sais plus si c'était toi, mais il y avait quelqu'un du Café Rosa qui avait dit ça justement, le fait, l'importance de l'indulgence tout en continuant à se critiquer constructivement et laisser aller la colère quand il y a besoin, bien sûr, mais en même temps se dire aussi quand les choses peut-être sont positives, enfin se remercier, Oui, c'était moi, visiblement, j'avoue, ça doit être un truc qui me tient vraiment à cœur. Non, mais c'est intéressant. Oui, moi, c'est exactement ça. Je pense que la critique est essentielle, la remise en question est essentielle. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours essayé de faire, se remettre en question, se remettre au travail systématiquement. Maintenant, je pense que c'est des lieux qu'on ne devrait pas prendre pour acquis, puisqu'ils dépendent de gens qui s'investissent énormément et qui se fatiguent. Et que se sentir jugé constamment ou sur un truc un peu complexe à ce niveau-là, ça peut créer beaucoup d'épuisement moral aussi. Donc moi, j'avoue que j'étais un peu en dehors de tout ça, parce que j'ai une vie assez segmentée, donc c'est assez cool là-dessus. Mais je sais que ça peut créer des choses assez douloureuses chez les gens en termes d'investissement par la suite et tout. Donc oui, c'est un truc qui me tient à cœur, parce que je pense que la douceur est quand même importante. Et voilà, se dire les choses avec vérité, mais avec indulgence aussi, en sachant que chacun fait de son mieux pour essayer que la vie soit douce. Je comprends, carrément. Comment tu vois la suite pour le Café Rosa? Là, je sais pas si... déjà, il y a le changement aussi de... Du coup, effectivement, là, ça va être une période un petit peu charnière. La suite, elle est un peu incertaine, puisque là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un appel à manifestation d'intérêt pour reprendre l'association. Donc, on va faire appel publiquement à des collectifs ou des personnes individuelles pour reprendre le Café Rosa. Donc à reprendre l'association, changer le bureau, changer le conseil d'administration pour que d'autres personnes puissent venir faire vivre ce lieu et l'habiter de la manière dont elles l'entendent. Avec, bien sûr, on aura des petites conditions, c'est évident, mais voilà. Donc là, on est sur un tuilage jusqu'à septembre 2025, avec une personne qui va reprendre mon poste, qui est une personne du conseil d'administration pendant 8 mois. Le temps de faire cet appel à manifestation d'intérêt et de faire la réception des dossiers, les jurys, la prise en main du lieu par les nouvelles personnes, etc. etc. Okay. Voilà. Et donc après, on verra ce qu'elles imaginent pour le lieu à ce moment-là. Mais là, pour le coup, je ne peux pas trop me prononcer pour l'instant. Mais a priori, en tout cas, ça restera, c'est ce qu'on souhaite, un lieu féministe et culturel. Voilà. Mais après, à voir quelle forme ça prendra. Parce que, toi, du coup, à partir de décembre, tu pars du Café Rosa. Je sais pas ce que tu comptes faire après, si tu veux nous en parler, et comment tu vis aussi cette fin de projet pour toi.
Pour l'instant, je préfère pas trop dire ce que je vais faire après parce que j'ai encore des points d'interrogation à quelques endroits et je suis pas superstitieuse, mais j'attends de voir avant de me prononcer. Peut-être que d'ici la diffusion du podcast, j'aurai cette réponse, mais pour l'instant, je l'ai pas. J'ai plusieurs pistes, j'ai plusieurs scénarios qui se dessinent. Maintenant, j'attends des confirmations, j'attends des choses pour me prononcer plus amplement. Comment je vis la fin de ce projet ? Avec émotion, parce que ça va être une vraie fin de chapitre. Et en même temps, je suis très heureuse que le lieu continue d'exister sans moi. Je trouve que c'est c'est vraiment chouette de savoir que les lieux continuent et survivent aux gens qui les ont créés. Je trouve que c'est le signe d'une bonne santé pour une structure. Mais évidemment, je m'attends à accueillir un ensemble d'émotions diverses et variées, puisque c'est pas rien. C'est un projet qui m'a vraiment portée pendant 4 ans, qui m'a fait évoluer sur énormément de choses, qui a fait que j'ai rencontré des amis qui me sont chers. Donc, tirer un trait sur tout ça, c'est évidemment pas sans conséquences émotionnelles. Donc, je m'apprête à accueillir tout ça début 2025. Fin 2024, début 2025. Et puis, pour la suite, moi, j'ai aussi hâte de voir ce que le lieu va devenir, quels seront les projets, quelles seront les envies à ce moment-là. Et voilà. Et votre programmation actuelle, du coup, elle changera un peu, j'imagine, avec la nouvelle asso, ou peut-être complètement. Vous n'avez pas encore décidé tout ça? Non, on n'a pas encore décidé, puisque il appartiendra aux repreneuses de cette association de décider ce qu'elles aimeraient faire de cet endroit. Évidemment, nous, on aura des prérequis en termes de politique, c'est-à-dire on ne souhaite pas que ça devienne juste une sandwicherie, en mode, même si on adore les sandwichs, non, le but c'est que ça reste un lieu militant. Après, voilà, nous, ça nous appartiendra plus et chacun est en liberté de décider de ce qu'elle aura envie de faire au sein de cet espace. Et c'est important aussi que ça change de main, que ça change de regard, que ça change d'envie. Est-ce qu'il y a des artistes ou des militants, des projets, des assos que tu aimerais nous recommander aujourd'hui? J'ai pas de réponse, je crois. C'est un peu vaste. Je vais pas avoir peut-être de recos en particulier sur des artistes, etc. Sur les collectifs, il y en a énormément qui sont très inspirants, mais peut-être pour faire la boucle avec ce qu'on se disait au début, peut-être ma reco, ça va être déjà de profiter des lieux qu'on aime et qui existent déjà et qui font vivre ces artistes, ces collectifs, etc. Donc le Rita, la Mutinerie, le Sonic, le Boomerang, etc. Je me dis, soutenons les lieux qui font exister tout ça. Et ça me permet de boucler avec ce qu'on se disait au début. Et puis, non, il y a beaucoup de gens et de choses à découvrir, de voix et de regards extrêmement intéressants dans nos milieux. Donc voilà, je ne pourrais pas en sélectionner que quelques-uns. Trop bien. Et ma dernière question, j'aime bien poser cette question à la fin à chaque fois, c'est qu'est-ce qui, toi, te donne espoir pour la lutte, pour la suite ? Je pense que ce qui me donne espoir, c'est quand même le constat que dans un contexte effectivement très rude d'un point de vue politique, j'ai l'impression qu'il y a quand même des forces vives qui continuent d'exister, et qui continuent de faire front et qui continuent de passer le terrain. Alors bien sûr il y a un biais, c'est que du coup on a cette impression parce qu'on côtoie des mouvements et des milieux particuliers ou même sur les réseaux on suit des choses qui nous font dire ah mais il y a plein de gens qui sont militants et c'est génial. Je suis pas dupe là-dessus, je pense que c'est partiellement vrai, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne cessent de créer un travail incroyable, de se battre, de continuer à monter des projets, à écrire des livres, à faire des podcasts, à monter des lieux et de continuer à faire le constat de ces forces vives-là et du fait que les gens ne se démobilisent pas, voire même se mobilisent, ça me donne beaucoup d'espoir. Voilà, je dirais ça. Je dirais ce qui me donne de l'espoir, c'est les gens. J'ai l'impression quand même qu'il se passe des très belles choses avec des très belles personnes qui ont à cœur de rien lâcher. Trop bien. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé, que tu voulais parler ? Non, moi j'ai l'impression qu'on s'est dit pas mal de choses. Merci pour la qualité des questions et le travail en amont. Merci beaucoup à toi.
Merci encore à Mélo pour son passage par ici. Je vous mettrai tous les liens comme d'habitude que l'on a abordés en description du podcast. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. Si c'est le cas et que vous avez apprécié l'épisode ou que vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à donner votre avis ou à soutenir le podcast sur votre application d'écoute préférée. Un grand merci pour tout ça. Moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode et je crois bien que le prochain sera en 2025. Alors, si c'est le cas, je vous souhaite de très belles fêtes et une très belle fin d'année et plein de bonnes choses pour vous et pour vos projets. J'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle année avec le podcast. Et voilà, plein de belles choses à vous et à dans 2 semaines.